Nous sommes toujours au Parc Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour le festival Pop Science organisé par l'Université de Lyon. Et nous recevons à mes côtés Vence Bergeron. Bonjour. Bonjour. Qui est, vous me dites si je me trompe, chercheur au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Alors, je raconte un petit peu votre histoire. C'était en 2013. Vous avez eu un accident, vous vous rendiez en vélo au travail. Exactement. Vous avez eu un accident grave en voiture et moelle épinière touchée. Et aujourd'hui, vous êtes dans un fauteuil roulant, vous êtes tétraplégique. Exact. Il y a une chose que j'ai lue qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous avez fait beaucoup de rééducation, de longs mois de rééducation à l'hôpital Henri Gabriel à Saint-Genis-Laval. Et vous vous êtes demandé, vous dites, j'ai tout de suite réagi en chercheur, j'ai commencé par faire l'inventaire des solutions disponibles pour la rééducation des tétraplégiques. Exact. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? D'abord, j'ai lu beaucoup quand j'étais à l'hôpital. C'était rien d'autre à faire. Et après ça, je trouvais les technologies qui existaient, qui n'étaient pas tout à fait disponibles ici, en France, et à Lyon en particulier. Il y en avait des technologies disponibles en France? Non, en fait, il y a des technologies que j'ai trouvées ailleurs, aux États-Unis et aussi en Suisse, que j'ai trouvées à le point. Et je n'avais pas la possibilité d'avoir ça ici. Et donc, en discutant avec mes collègues à l'hôpital, on développait une collaboration ensemble. L'idée pour collaborer avec le physique qui j'appartiens et aussi le médical. Donc, c'est le partenaire créé comme ça. Et eux, entre ce que j'ai lu et ces recommandations, nous avons commencé à importer toute cette technologie ici. Alors, vous avez ramené, notamment, vous avez acheté un vélo stationnaire. Si. Des États-Unis? Vous l'avez fait ramener des États-Unis? En fait, celui-là, le vélo stationnaire en particulier, c'était aux États-Unis d'ici, c'était en Maryland. Donc c'était un petit peu cher pour payer les douanes. Mais aussi, j'ai un deuxième vélo qui est stationnaire et mobile, où je procurerai des Pays-Bas, en Hollande. Et alors, vous avez réorienté votre domaine de recherche, parce que je crois que vous étiez chercheur sur les propriétés physico-chimiques de la matière molle, et vous êtes, le contexte a fait que vous avez réorienté vos recherches sur la neuro-rééducation. J'ai vu un reportage de nos confrères de France 2 qui m'a beaucoup ému cet après-midi, vraiment, ça m'a beaucoup ému, où on vous voit dans un vélo et vous pédalez. Exact. Comment ça marche? Oui, c'est une bonne question. En fait, on utilise une technologie qui s'appelle le Functional Electrical Stimulation en anglais, Stimulation électrique fonctionnelle en français. Et ça consiste à utiliser des électrodes extérieures, c'est comme une bande, des scotch, sur le muscle. Sur le muscle, et qui va contracter. Exactement. Donc, on peut contrôler cette contraction avec une faible courant électrique. Et après ça, si on sait quel muscle on voudrait contracter, on peut contracter dans l'ordre pour effectuer une mouvement, comme pédalage. Donc, si on sait où est le pédale, on peut stimuler le muscle qu'il faut pour pousser ou pour tirer le pédale. Donc là, en l'occurrence, pour faire du vélo, ça va être quoi? Les quadris? Le quadriceps, les ischios et le glutes. On utilise les trois. Et en fonction de la position de le pédalier, on peut stimuler le muscle approprié pour tourner le vélo. Ça, c'est une révolution incroyable. C'est fun, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. C'était inventé il y a une bonne quinzaine d'années, mais c'est resté au sein des laboratoires. Et je pense que la chose nouvelle, c'est le fait qu'on voudrait rendre ça disponible à les gens et qui souligne notre programme de recherche qui est le transversal. Donc on a un programme de recherche maintenant parce que je ne peux pas être expert comme j'étais expert avant en matière molle. Ça prend toute une trentaine d'années de développer ça. Mais donc je prends une différente position maintenant aujourd'hui. Je ne suis pas le chercheur profond, mais le chercheur transversal. Ça veut dire que je vois avec mes yeux de chercheur qu'est-ce qu'il y a dans la technologie et je vois avec mes yeux de handicapé qu'est-ce que ça peut emporter à le handicap. Et mon rôle, c'était pour faire le lien entre la technologie et l'humain et le bénéfice. Et alors vous avez sur cette fameuse vidéo avec votre vélo, bon, il se trouve que le vélo a déraillé, mais bon voilà, ça c'est comme ça. C'était vrai. Vous avez participé, alors on parle d'athlète bionique aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce mot athlète bionique, c'est carrément de la... Enfin,
pour moi, c'est un terme de science-fiction. Aujourd'hui, la science-fiction, elle rejoint la réalité. Dans un sens, dans le sens que si on regarde la définition des bioniques, mais on est loin de le film Avatar. Hein. On est loin de tout ce qu'on voit avec Robocop, etc. Par contre, c'est vrai, la technologie commence à être utilisée dans une personne pour le mouvement et l'aide. Avant, par exemple, aujourd'hui, on a le vêtement qui peut nous dire si nous avons le cœur qui bat ou pas. Demain, on va avoir le vêtement qui vraiment assister dans le mouvement. Alors on va continuer à en parler, les 6 minutes sont déjà écoulées, donc on va dire au revoir aux téléspectateurs de TLM et nous on va continuer la discussion. Pardon, du coup j'ai perdu le rythme. Ouais. Est-ce que, oui, la science-fiction rejoint la réalité? Vous parliez de Robocop, d'Iron Man, voilà. Est-ce qu'il y a aussi les exosquelettes? Dernièrement encore, il y a quelques heures aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'exosquelettes. Notamment, il y a pour ne pas le citer, l'usine automobile de Renault qui est en train de travailler alors, pour des personnes qui sont valides, mais pour leur éviter de se faire mal au dos, pour permettre de porter des poids plus lourds, aidés par un exosquelette. Là, on est... Alors, absolument. Ça se fait beaucoup en Corée. Exactement. C'est beaucoup en Japon aussi. Au Japon. Et c'est un axe que je trouve très promoteur aussi, parce que c'est une personne à aider les gens qui sont plus âgés, par exemple, pour continuer à travailler plus longtemps, pour continuer à contribuer. Et notre société où il y aura de plus en plus où la population vieillit. C'est aussi les gens qui travaillent aujourd'hui dans les travaux pénibles, pour utiliser ce genre d'exosquelette pour aider à assister eux dans son tâche physique. Et d'où vient pas d'avoir la maladie de le dos, parce qu'il utilise l'exosquelette toute sa vie pour le travail. Et je pense que c'est un avenir, si on voit ça, c'est un petit peu comme le mariage robot-humain, et c'est un avenir qui... C'est vrai que le croisement robot-humain, ça fait toujours peur. Il y a des réticences intellectuelles, parce que ça fait un peu peur. Parce qu'il y a eu beaucoup de films de science-fiction qu'on a tous vus. Voilà. On a toujours peur que le robot prenne le dessus sur l'homme. Voilà. Là, on est très, très loin de ça de moi. Et je pense que cette peur, c'est une peur qui vient naturelle, parce que c'est l'inconnu. Et après ça, il y a le fantasme qui peut faire peur. Mais je pense, et ça c'est pourquoi on est là aujourd'hui avec le Pop Science, justement qu'on on est peur souvent parce qu'on ne comprend pas. Mais dès qu'on comprend, on devient beaucoup moins peur, parce qu'on vraiment connaît la réalité de les choses. Et aujourd'hui, c'est une de nos buts, c'est pour communiquer avec les gens qui ne sont pas vraiment mis dans cette technologie et pour faire moins peur, pour éduquer. Moi, je me rappelle une phrase qui m'a beaucoup parlé, c'est pour ça que je la retiens bien, c'est Sénèque qui disait « C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » C'est un petit peu votre cas personnel. Ouais, pas penser comme ça. Non, mais il n'y a aucun appréhension de ma part, mais c'est que finalement, dans votre terrible accident, dans votre terrible étape de vie, vous arrivez à aller au-delà et de voir le bon, et c'est-à-dire de créer aussi des solutions. Parce que ce que vous êtes en train de développer, c'est aussi un pas en avant pour toutes les personnes, notamment non valides. Dans un sens, ça c'est le bon côté de le handicap. Hein. Il y a toujours un yin et yang d'une situation. Et c'est peut-être mon côté américain qui m'a aidé à être positif dans la situation et regarder cette personne, le verre moitié plein, mais vers moitié plein qui je voudrais remplir. Ça veut dire, je voudrais, même s'il est moitié plein, et je vois comme ça moitié plein, mais je voudrais remplir juste au bout. Donc c'est un petit peu ma philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des obstacles à vos recherches, à ce que vous développez? Parce que j'ai vu que, notamment, l'obstacle, c'était de convaincre les hôpitaux de la pertinence de la stimulation électrofonctionnelle. Pourquoi il faut les convaincre? Parce que c'est une nouvelle technologie et dans le corps médical, justement, il est appréhensif des nouvelles technologies qui n'étaient pas testées et à faire ses épreuves. Et donc c'est dur pour initier cette énergie, parce que si on va faire ça, ça veut dire qu'on doit prendre le temps pour tester. Et prendre le temps dans un hôpital, c'est très difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc, la difficulté ne vient pas de la volonté à faire, c'est vraiment la situation est tendue
n'avaient pas beaucoup de temps pour tester de nouvelles choses. Et en même temps, il faut bien tester cette nouvelle technologie, il faut bien la tester. C'est ça, et ça, c'est notre défi. Notre défi, c'est pour, OK, faire ça et faire ça avec les choses qu'il y en a aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'on peut faire. Et cette technique, oui, parce qu'au final, cette technique de rééducation, cette nouvelle technique de rééducation, elle n'a pas bonne réputation? C'est une histoire de réputation ou simplement que oui, de temps? Je pense on était volontiers un petit peu en France, un petit peu en Europe, par le faux espoir de la technologie. Dans les années 80, il y a eu cette technologie d'électrostimulation et il avait le grand promet de faire marcher les gens avec. Et c'était pas réussi. Et après ça, ça laissait un mauvais goût. Et après ça, une appréhension, une suspension, ce suspect de la technologie. Et bon, mais là, il faut rééduquer les gens et vraiment faire qu'est-ce que c'était réalistique, qu'est-ce qu'on peut faire ça réalistique. Et on peut faire le vélo, comme tu as vu. Oui, c'est assez incroyable. Et donc vous avez participé à votre, on appelle ça le Cibathlon. C'était à Zurich. Exactement. En novembre dernier. En octobre. En octobre dernier. Est-ce que vous allez refaire ce Cibathlon? Absolument. Il va être chaque 4 ans. La prochaine fois, ça va être à Zurich aussi. Donc ça sera en 2020. 2020, exactement. Et ici à Lyon, on va organiser quelque chose en 2018 qui n'est pas aussi grandeur, mais des événements jusqu'au Tour de le vélo. On ne va pas faire le grand donc ça, c'est une annonce que vous faites, c'est qu'à Lyon en 2018, il y aura une compétition internationale de Cibathlon. Pour le vélo. Pour le vélo. Le vélo électrostime. Notre collègue des Suisses va venir et avoir une stand pour présenter les équipements. Donc les exosquelettes. D'ailleurs, un exosquelette aujourd'hui, on va présenter, mais eux, ils vont vraiment les choses dernier cru. Et il va participer, mais une seule événement sportif, ça va être le vélo. Notamment le vélo, on pense à quelqu'un à Lyon qu'on connaît beaucoup parce qu'il a travaillé dans le milieu du sport. Je crois qu'il faisait 14 000 km de vélo par an. Il a eu un accident très grave en vélo sur la reconnaissance de la Saint-Élion. Il s'appelle Michel Sorine, qui travaille chez Extra Sport, pour ne pas les citer. Je crois qu'il fait partie de votre programme de recherche. Absolument. Michel, j'ai rencontré dans l'hôpital. Donc, il était jusque derrière moi. Son accident était peut-être 3-4 mois après le mien. Donc, j'étais passé un petit peu avant. Et j'ai rencontré à l'hôpital et c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis grand fan de vélo aussi. Je fais la moitié avant que Michel parce que c'est une dingue de vélo. Mais j'étais sur mon vélo chaque jour. Hein. Mon accident, c'était un trajet pour le boulot. Et tout de suite, avec son personnalité, des charmes, des positives et de l'aide, on s'entend très très bien. Et après ça, il nous rejoint dans toute notre recherche. Ils viennent chaque semaine dans notre centre pour faire le vélo électrostime stationnaire. Et il fait partie d'une association que nous avons créée qui s'appelle ANTS, A-N-T-S. Oui. ANTS, en anglais, en français, ça veut dire fourmi. Et notre petite ANTS, c'était le fourmi qui travaillent ensemble. Donc c'est un petit peu notre notion. Et Michel tient partie de ce groupe. Et bon, on va voir, on espère, on peut emporter cette idée des salles de sport, parce que ANTS, c'est vraiment une association qui va créer une salle de sport pour le moteur handicapé. Hein, et vraiment l'adapter avec la dernière technologie. Et l'idée, c'était, dès qu'on fait ça, on fait voir comment les autres gens peuvent faire ça dans son ville. Donc à Poitiers, à Bordeaux, etc. pour recopier, pour grandir oui, donc il y a des choses qui sont quand même très très concrètes qui vont se passer, qui sont en train de se passer à Lyon et dans d'autres villes. Oui, absolument. J'avais quand même une question qui me touchait, parce que comme je vous l'avais dit, ce reportage m'avait beaucoup ému et je pense qu'il va émouvoir beaucoup de gens qui le verront. Quand vous avez retrouvé, quand on vous a branché ces électrodes et que vous avez pu remonter le Ventoux, on n'a pas fait encore. On n'a pas fait encore, mais je pensais que vous l'aviez fait. Non, c'était un autre objectif. J'ai déjà fait un simulator, parce que j'ai un simulator à la maison. J'ai travaillé tout l'hiver en entraînement. Et le simulator, c'est le simulator. Donc, on n'avait pas le vent dans le simulator, ni le chaleur. Voilà. Donc, nous sommes, et on va faire voir tout à l'heure notre prototype, le vélo qui nous construit pour faire ça. Il n'est pas au point encore. Son stabilité, ça me gêne un petit peu. Donc, on espérait pour faire la montée en septembre, quand la chaleur baisse un petit peu et quand le jour c'est un petit peu plus long, moins de touristes.
Mais on va voir si la technologie est au point encore. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pu repédaler? Ça, c'était chouette parce que moi, je suis parmi le tétraplégie qui a la sensation de le toucher. Donc, je sens le toucher, pas la douleur, ni la motricité, mais le toucher. Et comme ma muscle contracte, je te jure, c'était comme je fais moi-même. Et c'est une sensation qui fait plaisir parce que mes jambes sont vivantes. Et ça c'est bon. Et ben on va terminer là-dessus, sur cette note qui est quand même voilà, une note d'espérance pour toutes les personnes qui sont invalides. Et puis, comme on le disait, pour aussi cette thématique de recherche qui intéresse aussi les personnes qui sont valides, mais qui vont notamment les seniors, la population qui vit, qui va les aider. Donc voilà, Vance Bergeron, donc, qui est chercheur au laboratoire de physique de l'ENS, et donc qui nous a annoncé deux choses. C'est qu'un, on aura un cibathlon de vélo en 2018 à Lyon, et qu'il va y avoir des salles de sport dédiées aux personnes tétraplégiques avec l'objet de ces recherches. Voilà, donc c'était, on termine sur une belle note d'espoir à ce festival Pop Science qui se tient jusqu'à demain soir au parc Blandan. Merci beaucoup. De rien, de rien. Excuse-moi, peut-être j'étais un petit peu trop...